Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est la grande révolution de la décennie, voire du siècle. Depuis le lancement de GPT-3, on en entend parler un peu partout, à la télé, à la machine à café, au travail, au restaurant, et évidemment sur Internet. Et évidemment, le succès a un prix. En effet, comme toutes les technologies de rupture avant elle, l'IA générative suscite à raison de nombreuses inquiétudes, notamment parce qu'elle bouleverse le fonctionnement de notre société dans quasiment tous les domaines. Depuis donc maintenant 2 ans à peu près, on voit apparaître beaucoup d'arguments anti-IA. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir en détail sur certains de ces arguments qu'on va analyser pour voir s'ils ont des fondements solides ou bien s'ils révèlent plus de la peur irrationnelle du changement. Mais avant de faire ça, on va revenir sur un exemple historique qui va nous éclairer dans notre réflexion. Comme vous le savez sûrement, l'avènement du capitalisme et de la croissance du PIB par tête dans le monde est grandement lié à l'innovation technologique. Cette vague a démarré au début du 19e siècle, notamment grâce à la popularisation de la machine à vapeur. Cette invention a permis dans un premier temps de faire de nombreux progrès dans l'agriculture et l'industrie. Le premier secteur qui va être vraiment touché par cette innovation technologique sera l'industrie du textile avec l'apparition de machines mécanisées. Dans les années 1810, en Angleterre, suite à l'introduction de ces machines, un mouvement social appelé ludisme va se révolter face à cette innovation. De nombreux artisans voient dans la machine mécanisée la mort de leur business, puisqu'elle va permettre de produire à grande échelle, et donc elle risque de mettre ces artisans au chômage. Ces artisans, à l'aide des syndicats, vont donc s'organiser pour empêcher son développement. De nombreuses manifestations vont avoir lieu et va s'en suivre une répression très sévère. Les ludites vont dans le même temps organiser des actions de sabotage pour détruire des métiers à tisser et cela va durer pendant environ 2 ans. Après l'échec en 1812 d'une proposition de loi au Parlement britannique visant à protéger leur profession, le ludisme va peu à peu disparaître. Finalement, en 1820, les métiers qui étaient défendus par ce mouvement auront totalement disparu. Suite à cela, l'Angleterre va continuer de se développer en étant le pays avec le plus de machines à vapeur et elle sera la première puissance économique du monde pendant cette période. Cette histoire nous apprend plusieurs choses. L'innovation technologique transforme le système de production. Les personnes dont l'emploi est menacé vont tout faire pour empêcher à cette innovation d'advenir. Malgré les révoltes, le changement s'opère malgré tout et l'innovation va permettre le développement économique du pays qui la développe et l'utilise. Si on compare avec la situation d'aujourd'hui, on trouve beaucoup de similarités. En effet, on voit que l'IA modifie l'emploi et la production des entreprises, on a des mouvements de protestation, l'adoption de l'IA se fait malgré tout, et le seul point d'interrogation reste le développement économique, mais on a déjà quelques données et c'est plutôt positif. Donc voilà, l'introduction est finie et on va pouvoir tenter de répondre aux différents arguments anti-IA qu'on peut voir un peu partout. L'IA va créer une vague massive de chômage. C'est l'argument catastrophique qu'on entend un peu partout, et pourtant il est peu pertinent. Il a été utilisé à de nombreuses reprises dans l'histoire, sans pour autant qu'on y voit des périodes de fort chômage. On peut penser notamment à l'automatisation dans les usines au XXe siècle, et on avait également une crainte sur les guichets qui se transforment en guichets automatiques. Or, dans aucun de ces 2 cas, l'arrivée d'une technologie n'a fait exploser le taux de chômage. Il y a 2 raisons fondamentales qui expliquent cela. Premièrement, c'est la mise en place des politiques qui redirigent les salariés qui sont touchés vers d'autres types de métiers et qui visent à faciliter leur réinsertion dans le monde professionnel. Et deuxième point très important, ce sera la croissance économique et les gains de productivité qu'engendre l'innovation. Car l'innovation qui vous a mis au chômage va, elle, créer de nouveaux métiers et elle va stimuler l'activité économique grâce aux gains de productivité qu'elle permet. Ce développement économique va pouvoir favoriser la création d'emplois. Si l'on reste sur la thématique de l'emploi, de récentes études suggèrent que les entreprises qui adoptent l'IA embauchent plus que celles qui ne l'adoptent pas. On remarque aussi que les employés qui l'utilisent ont moins de chances de quitter leur emploi, ils ont plus de productivité et enfin, l'écart entre les employés les plus qualifiés et les moins qualifiés se réduit grâce à l'utilisation de l'IA. Donc, même si rien n'est impossible, aujourd'hui la crainte d'un chômage de masse se révèle peu crédible. Passons maintenant au sujet de l'art et de la créativité. Ici, il y a plusieurs critiques qui sont faites, donc je vais les rappeler rapidement. L'IA va rendre homogènes toutes les créations artistiques, elle manque d'âme et de vécu, la création par IA n'est pas un geste artistique, c'est une menace pour les créateurs car elle crée bien plus rapidement qu'un humain et elle porte atteinte au droit d'auteur. Pour ce qui concerne le droit d'auteur et l'IA, je vous renvoie à cette vidéo. Concernant l'uniformisation que crée l'IA, c'est juste faux. Je vous mets à l'écran la page d'accueil de Sora. Où est l'uniformisation ? Dites-moi, perso je vois pas. Et je ne vois pas en quoi l'uniformisation serait particulièrement liée à l'IA. On pouvait déjà en voir avant son apparition, que ce soit en peinture, dans le cinéma ou la musique. Là par exemple, vous êtes capable de me dire si c'est le même artiste derrière ces tableaux et d'expliquer pourquoi ? À mon avis, non. Et si on assiste effectivement à une uniformisation, dans ce cas-là, les gens vont se lasser de voir en boucle les mêmes choses, donc
on va avoir la création de plein de nouvelles IA qui vont faire les choses autrement, et voilà, plus d'uniformisation. En fait, l'argument de l'uniformisation dans un marché libre n'a pas de sens. Car si des individus s'opposent à cette uniformisation, alors cela crée un marché potentiel et des entreprises vont s'accaparer ce marché. Le problème se poserait si on avait tous les mêmes goûts, mais c'est pas le cas. Ensuite, sur le manque d'âme et de vécu. Là encore, c'est faux. Pour rappel, l'IA, elle s'entraîne sur des choses humaines, donc qui ont du vécu. Donc même si elle ne le vit pas au sens propre, elle assimile tout ce contenu. Je sais pas, vous, si on vous fait lire plein de trucs sur la vie en prison ou sur comment on vivait au 19e siècle en France, vous pouvez en avoir une idée très précise sans pour autant avoir du vécu. Enfin bref, à mon avis, le problème n'est pas là. Le problème selon moi, c'est que les gens pensent que ce qui est fait par une machine n'a forcément pas d'âme, et que ça ne peut pas en avoir. Il y a là ce qu'on pourrait appeler un fétiche du geste de l'humain dans l'art. Par exemple, dans le dessin, des gens vous diront qu'un dessin de manga par IA manque d'âme par rapport à celui d'un humain. Mais ça, c'est à mon avis idiot. Déjà parce que aujourd'hui, quasiment 100% des dessins sont assistés par ordinateur, donc le rendu que l'on voit à l'écran, il est déjà assisté par un ordinateur, donc une machine. Mais en plus de ça, on s'en manque un peu de qui a fait le dessin. Imaginons vous avez deux dessins en face de vous qui sont identiques. L'un est fait par IA et l'autre non. Qu'est-ce que ça change? Expliquez-moi clairement pourquoi vous préférez le dessin fait par un humain, parce que pour moi les deux sont pareils. Et là on parle d'un point de vue technique, pas de considération sociale ou que sais-je. Bref, votre problème c'est que vous fétichisez le geste artistique. Vous n'êtes pas capable de voir évoluer la création artistique avec les moyens modernes. Finalement, ne seriez-vous pas un peu réactionnaire à vouloir rester dans l'ancien monde? Voyons. Parce que qu'est-ce qui compte vraiment? Ce qui compte, c'est celui qui est à l'origine de l'œuvre. Celui qui l'a pensé. Quand vous demandez à une IA de faire un dessin de telle ou telle manière, est-ce que c'est l'IA qui l'a pensé? Non. L'IA répond à des ordres précis. L'IA est un outil comme l'appareil photo, la caméra ou le synthé sont des outils. Et ce qui compte, c'est qui est derrière l'outil. Qui? Non, parce que sinon à ce compte-là, on peut dire que Daft Punk, c'est pas de l'art, puisqu'ils font de la musique par ordinateur, et pareil pour Justice. Est-ce que Harold Cohen, qui fait ses tableaux avec une machine, est un artiste? Et je pose la même question avec l'artiste Vera Molnar. Donc arrêtez avec ce truc ridicule du geste artistique. Et d'ailleurs, allons encore plus loin. Si un jour, un robot autonome écrit un livre sur les expériences qu'il a vécues, est-ce que ce sera de l'art? Moi, je pense que la question se pose. Enfin, sur la productivité de l'IA, mais là encore, ceux qui pensent que c'est un problème, vous êtes malades en fait. Ça va pas bien chez vous. Si l'IA permet de créer des choses plus rapidement, tant mieux, non? Pourquoi faudrait souhaiter le contraire? Si on a un dessin pour un film animé qui prend des centaines d'heures à être réalisé par un humain et que l'IA prend 5 minutes, en quoi choisir l'humain c'est mieux? C'est de la torture à ce niveau-là. C'est du même niveau que de dire qu'il faudrait construire un bâtiment sans l'aide de machines pour que derrière le travail soit 100% humain. Ça n'a aucun sens. Ça revient au fétichisme de tout à l'heure. Bon allez, j'en ai assez dit, on passe à l'argument suivant. Il va y avoir une révolte de l'IA. Bon là, cet argument, franchement, c'est clownesque quoi. On se croirait dans Terminator. Les machines vont se rebeller et vont se retourner contre nous. Pour que ce soit crédible, il faudrait déjà qu'on ait des robots humanoïdes performants. Or, quand on voit les robots de Tesla, on est rassuré. Non mais regardez-moi ça, on dirait un papy. On a envie de lui donner un déambulateur. Et puis là, quand il prend les œufs, ça ne fait peur à personne. Mais de toute façon, croire qu'il peut y avoir une révolte, c'est surestimer les capacités de l'IA d'aujourd'hui et aussi ne pas comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a énormément de tests qui sont faits sur les IA actuelles pour tester leurs capacités et c'est franchement décevant parfois. Par exemple, on a le Simple Bench, un test que n'importe quel humain peut faire et réussir sans trop de problèmes. Pour ce test, la meilleure IA qui existe au monde n'arrive même pas au score moyen d'un humain lambda. Et là, on parle d'un truc mais enfantin quoi. On ne parle pas d'un test de mathématiques extrêmement difficile ou je ne sais quoi. Et des tests comme ça, vous en trouverez à l'appel. Il y a notamment le très connu ArcAGI. Vous pouvez regarder cette vidéo qui en parle, c'est très bien. Et quand bien même une IA serait plus forte que nous sur un sujet, il n'y a absolument aucune raison pour qu'elle se révolte comme ça d'un coup. Ça fait 30 ans que les machines sont plus fortes aux échecs que n'importe quel humain sur Terre. L'humanité est encore debout je crois. Et puis une IA, derrière son fonctionnement, c'est des algorithmes, des réseaux de neurones, des statistiques et des probabilités. Il faut vraiment se rappeler que ChatGPT, son fonctionnement, c'est de prédire une succession de mots. Il n'y a rien de mystique derrière. Des papiers récents essaient de trouver une trace de conscience pour ce genre de modèle, et pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Là encore, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et si jamais l'IA se révolte, on n'aura qu'à couper l'électricité et le problème est réglé. Bref, je pourrais continuer comme ça encore longtemps, vous avez compris je pense, donc on passe à l'avant-dernier argument. L'IA nous fait perdre en autonomie et elle nous rend dépendants. Là, faut vraiment aller se faire voir. Non mais c'est quoi cet argument de teubé là? Vous êtes au courant que pour aller au travail, à part si vous êtes à 5 minutes de marche de votre boulot, vous devez prendre les transports en commun, la voiture ou le vélo? Oui, ça s'appelle une dépendance ça.
Est-ce que pour autant vous vous êtes arrêté de marcher ou de courir dans votre vie? Bah non, je crois pas. Bon, et des exemples comme ça, il y en a des millions. L'hiver, vous vous chauffez? Bah vous êtes dépendant du système de chauffage. Pour regarder cette vidéo, vous êtes dépendant de plein de trucs. Bah l'IA c'est pareil, voilà. Enfin, en fait, c'est le principe même de n'importe quelle technologie. Elle nous rend un service, mais la contrepartie, bah c'est la dépendance. Bon, il y en a aussi qui s'inquiètent sur la dépendance cognitive par rapport à ce genre d'outils. Et c'est vrai qu'on a des études qui montrent que dans certains cas d'usage, l'utilisation de l'IA provoque une baisse de certaines capacités cognitives. Mais est-ce une raison pour interdire l'IA? Est-ce que dès qu'on voit un problème, la solution miracle, c'est d'interdire? Bah non, pas du tout. Et on le sait ça en plus que ça marche pas. On a des tas d'exemples, des tas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éduquer sur ce sujet plutôt que d'alarmer à longueur de journée comme certains peuvent le faire. Coucou Jean-Marc. Mais quand on passera à des lycéens, des collégiens et des étudiants qui auront fait faire tous leurs devoirs par l'IA, ils auront perdu cette capacité de jugement critique parce qu'ils n'auront jamais fait le boulot à la main. Et à ce moment, c'est le début d'une soumission accélérée à quelque chose qui, à mon avis, n'est pas sain, à une époque où précisément on aurait besoin d'exercer de façon plus forte notre jugement critique sur ce qui est important et ce qui n'est pas. Voilà. Donc ça, c'est le côté un peu plus philosophique qui, moi, m'emmerde énormément. Donc, à part si vous êtes des Amish, je ne vois pas comment on peut légitimement soutenir cet argument. Allez, on passe au dernier argument et on va parler du risque écologique. Alors oui, l'IA, ça pollue. Beaucoup même, puisqu'elle représente à elle seule 3 à 4% des émissions mondiales de CO2. Et ça ne va pas s'arrêter. On pourrait dans un premier temps se rassurer en observant que le coût entre GPT-4 et GPT-4o a été diminué par 6, mais c'est sans compter ce qu'on appelle l'effet rebond, qui nous dit que plus une technologie est efficace énergétiquement, plus elle est utilisée au point qu'on n'observe pas de baisse de consommation énergétique au global. Donc l'IA pollue et ça va continuer, c'est un fait. Mais pour autant, ce n'est pas une raison pour stopper son développement. Déjà parce que d'une part, la pollution c'est un problème global. Donc si demain on arrête complètement l'IA, la crise écologique ne sera toujours pas résolue. Mais d'autre part, on peut utiliser l'IA pour réduire nos émissions au global. Aujourd'hui, vous avez énormément de papiers de recherche sur ce sujet. Et l'IA pourra être utilisée dans quasiment tous les domaines pour réduire les émissions de CO2. Dans l'énergie, les transports, la construction ou encore la logistique. Alors on n'a pas encore la réponse définitive sur ce sujet puisqu'on a peu de recul pour l'instant, mais c'est un risque à prendre. Donc encore une fois, pointer du doigt l'IA ne me semble pas être très pertinent au vu de l'état de l'art. Donc voilà, j'ai répondu aux principaux arguments anti-IA qu'on voit passer un peu partout. Maintenant, on pourrait faire l'inverse et voir pourquoi c'est une nécessité absolue d'adopter cette technologie. Bon, je vais pas le faire dans cette vidéo, mais je vous donne rapidement mon avis quand même. De mon point de vue, être contre l'IA générative, c'est quasiment de la folie. Non seulement parce qu'on est au tout début d'une technologie révolutionnaire qui a déjà fait ses preuves et qui va s'améliorer dans les années et les décennies qui viennent, mais aussi parce que c'est un outil très performant, notamment en médecine, pour ne prendre que cet exemple, où on obtient déjà des résultats spectaculaires. On a notamment des résultats dans la détection du cancer du sein, dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires, dans le suivi des patients, et j'en passe. L'IA, c'est aussi un enjeu géopolitique. Vous avez toutes les grandes puissances qui mettent tout ce qu'elles peuvent pour obtenir les meilleurs modèles possibles parce qu'elles voient le potentiel dans tous les secteurs. Et ne pas rentrer dans cette course, c'est se rendre vulnérable et extrêmement dépendant face à ces puissances, et je vous assure que vous ne voulez pas d'un monde gouverné à nouveau par les USA ou gouverné par la Chine. Donc arrêtons de pleurnicher comme Jean-Marc et mettons-nous au travail.